Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous parler du phénomène mentor. M-A-N-T-O-R. Donc on entend par mentor, la définition du mentor, c'est quelqu'un de charismatique, généralement plus un homme qu'une femme. Mais ça arrive que ce soit une femme aussi, parce que moi j'ai des mentors, j'ai beaucoup de mentors qui sont des femmes. Ou qui ont été, parce que certaines sont décédées malheureusement, mais assez souvent ce sont des hommes. Alors pourquoi, c'est intéressant d'ailleurs de se poser la question, pourquoi c'est un peu plus souvent des hommes que des femmes? Alors j'ai la réponse. La réponse c'est que le phénomène mentor répond à une carence des hommes face à leurs responsabilités en tant que père. Oui, je sais, je suis un peu dure, mais je suis réaliste. Alors que je vous explique comment cette constatation m'est venue. C'est que il y a plusieurs années, je crois que c'était à l'époque où j'avais arrêté d'écrire à Thomas Fersen. Pendant 16 mois, j'avais arrêté de lui écrire. Et puis, lors d'un 1er janvier, en fait, je prends toujours des bonnes résolutions, mais je les prends pas trop ambitieuses à chaque fois pour être sûr de pouvoir les tenir. Et l'une d'elles était, depuis plusieurs années, j'avais envie d'avoir un filleul, de passer par une association et d'avoir un filleul. Je me suis dit, tiens, même si je me prive de quelque chose à côté, ça me fera du bien, quoi, de parrainer un enfant. Donc je suis passée par l'association Plan, P-L-A-N, qui est spécialisée, qui fonctionne que comme ça en fait. Je vous recommande tout à fait parce que c'est absolument passionnant. Et puis donc j'ai eu un filleul, comme j'avais fait de l'espagnol, j'avais pris un filleul en Amérique centrale, enfin de langue hispanique, qui s'appelle Kevin Aguilar. Donc j'ai pas de nouvelles depuis longtemps malheureusement, mais bon c'est pas grave, ça viendra. Et puis, étant donné que cette association fait un excellent travail, une fois que j'ai eu mon filleul, ils envoient aux parrains et marraines un dossier complet sur le pays, donc sur la politique extérieure, le mode de vie, enfin les us et coutumes, etc. Donc c'est un travail de terrain fait par les bénévoles là-bas. Pour avoir une relation, c'est normal quand on choisit un enfant, de parrainer un enfant, d'avoir plein de nouvelles sur le pays en question, quoi. Et puis donc il y a un truc qui m'a vraiment interpellée, c'est que cet enfant, donc, il était expliqué que dans la population, c'était en Amérique du centrale, au Nicaragua, et il était expliqué que la quasi-totalité, enfin plus des 3/4 des jeunes mamans élevaient leur enfant seuls. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment jamais de papa. Alors c'est même pas que le couple rompait au bout de quelques années et divorçait. C'est que les femmes se retrouvaient enceintes et systématiquement, quasiment, le père se faisait la malle après la naissance du bébé. Donc ces bébés étaient élevés sans père. Et j'étais extrêmement interpellée parce qu'il se trouve que j'ai vu à ce même moment, je crois, un reportage aussi sur le rôle de la religion en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et alors, il apparaît que partout dans le monde où les pères sont les plus déficients, donc c'est le cas aussi assez souvent en Afrique malheureusement, pas toujours, hein, mais assez souvent, eh bien la religion, notamment la religion catholique, occupe une place beaucoup plus importante. Ce qui est extrêmement intéressant à observer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que partout où les hommes sont déficients, la religion catholique, enfin je parle plus de celle-là parce qu'évidemment, comme c'est celle qui m'a été imposée depuis ma naissance, je la connais un peu mieux, quoi. Donc sur ces zones-là, eh bien la religion, et notamment la religion catholique, est beaucoup plus florissante. Alors, mon intention n'est pas d'incriminer le pape ou la religion catholique particulièrement, ou n'importe quelle autre religion, dès l'instant qu'elle n'est pas une entrave à la liberté individuelle ou à l'épanouissement de chacun, ça ne me pose aucun problème. Simplement, c'est intéressant de constater, parce que ça permet
Ça me donne aussi l'occasion de remettre les hommes en face de leurs responsabilités, tout simplement, quoi. Et c'est notamment grâce à ces observations que le film Infidèle a été fait, enfin que plein, parce que je suis responsable du fait qu'il y ait beaucoup de films et d'ouvrages qui ont été écrits sur les hommes, sur le rôle des hommes, et notamment sur le rôle que quelquefois ils n'assument pas. Alors évidemment, vous me direz, c'est voir le verre un peu vide et caricaturer. Je caricature pas tant que ça, malheureusement, hein. Mais je sais très bien qu'il existe énormément d'hommes fiables sur lesquels on peut vraiment se reposer et qui sont de très bons pères. Et loin de moi de vouloir les discréditer, eux. Je tiens à le préciser. Mais je voudrais revenir quand même sur ce phénomène de mentor. Parce que le problème, c'est que quand un adolescent, enfin c'est valable pour les filles aussi, hein, je veux dire, quand un père est déficient, par définition, il est susceptible d'être remplacé par un mentor, justement. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand un enfant ou un adolescent va se trouver en manque de référence paternelle, systématiquement, il risque d'être la proie, on peut dire ça, la proie de certains mentors qui ne sont pas souhaitables ou qui ne sont pas dans son intérêt. C'est ça le gros problème. C'est notamment ce qui se passe, par exemple, quand des enfants se trouvent embrigadés dans certains mouvements sectaires, par exemple. Le phénomène gourou, c'est très exactement ça qui est derrière. Voilà pour quelle raison, notamment, je suis aussi très attendue par rapport à la lutte contre les mouvements sectaires, entre parenthèses. Parce que justement, j'ai décortiqué tout ça sur mon forum. Alors, pendant que j'y suis, en ce qui me concerne, moi, je vais tout de suite annoncer la couleur, comme ça le problème va être réglé. Il m'a été posé, je crois que ça devait être Thomas Fersen qui avait posé la question, je me souviens plus exactement, qui était mon mentor à moi. Alors, moi, il faut dire que j'ai eu un père, enfin nous avons, mes frères et sœurs et moi, avons eu un père qui était absolument génial par bien des aspects, mais qui malheureusement a été aussi... comment dire sans dire trop de mal, quoi. Il n'était pas sécurisant, quoi. Et ça, c'était extrêmement grave. Enfin, c'était probablement moins grave pour mes frères et sœurs, mais beaucoup plus grave en ce qui me concerne moi, compte tenu du fait que j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant. Pour information, je ne le lui ai dit à lui que quand j'ai pété les plombs à 40 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous dire à quel point il n'a pas été à la hauteur sur ce plan-là. Mais bon, on va pas refaire le monde, maintenant il est décédé depuis quelques années, c'est comme ça. Et toujours est-il que, par contre, quand il l'a appris, il a très très bien réagi. Il s'est senti profondément blessé, quoi. Et je crois qu'en fait, il a réalisé à quel point il n'avait pas été là, quoi. D'une certaine façon. Enfin, même s'il était là physiquement, il n'était pas là sur le plan psychologique, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout. Mais par contre, ce qui est intéressant, alors, la raison pour laquelle, justement, parce que c'est important que j'explique ça ce matin-là, parce que il y a beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire que le fait que ce père ait été aussi imparfait, côté paternité, justement, moi, avec tout le travail thérapeutique que j'ai fait en écrivant à Thomas Fersen, j'ai bien été obligée de décortiquer la totalité des gens qui m'ont apporté des bases depuis ma naissance, en fait. Voilà. Et alors là, justement, ce qui apparaît, c'est que si on me demande qui est ton mentor, à moi, eh bien je réalise, en fait je me suis jamais attelée au problème pour la simple raison que si je désigne une personne, le problème c'est que dans la réalité, des mentors, moi j'en ai eu 20 ou 30, comprenez? Donc en fait, le problème c'est que je peux absolument pas, si jamais je dis ah bah oui un tel il a énormément compté, c'est un peu mentir d'une certaine façon parce que c'est autant que les autres. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc c'est assez difficile, quoi. Mais en fait mes mentors à moi, si je dois être honnête, les plus charismatiques de ceux qui ont vraiment forgé ce que je suis dans mes valeurs, je citerai certains écrivains
comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, Guy de Maupassant, Victor Hugo. Côté femme, Eva Joly, bien sûr, Eva Joly. Eva Joly, Juliette Gréco, Barbara. Alors vous me direz, ce sont des gens célèbres, et ce ne sont pas des gens de votre... oui, c'est vrai. Non, il y a eu aussi des instituteurs, quoi. C'est certain. Mon instituteur de primaire est quelqu'un qui a énormément compté. Ça ne fait absolument aucun doute. Il était extrêmement bien attentionné vis-à-vis de moi. Mais par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, d'être obligé d'admettre que ces mentors vivants ont été aussi bien imparfaits par certains côtés. Non pas vis-à-vis de moi, enfin quelquefois vis-à-vis de moi aussi, mais avec d'autres personnes que vous avez. Et là, ce qui est intéressant quand je vous dis ça, c'est le fait d'être obligé d'admettre qu'un mentor, tout mentor qu'il est, n'est jamais la perfection, et qu'on ne doit jamais boire la totalité de ses paroles comme du petit lait. Voilà ce qui importe, en fait. Et ça, je tiens à le préciser absolument. Notamment, justement, il y avait... Alors, il y a aussi deux personnes qui ont énormément compté. C'est Coluche et puis Pierre Desproges. Vraiment. À un point que vous ne soupçonnez pas. Et je pense qu'on est en fait énormément nombreux dans les gens de notre génération à vouer une admiration absolument, je dirais pas inconditionnelle, parce que justement il ne faut pas, mais quand même, quoi, quand même, vraiment. C'est des personnages qui ont... Alors, pourquoi Bon, Coluche, évidemment, il y a le côté, il y a les Restos du Cœur, il y a tout son côté purement artistique, en tant que comique et en tant qu'auteur, sur le plan comique, ça ne fait absolument aucun doute, quoi. La façon dont il arrivait à poser le doigt sur un truc dans ses sketchs, était absolument génial. D'ailleurs, tiens, j'ai écrit un truc que je vais faire en vidéo, tiens, j'avais complètement oublié. Il avait écrit un sketch sur le cancer du bras droit. Et donc j'ai écrit une chronique. J'ai expliqué comment soigner la misère dans le monde avec le cancer du bras droit. Donc je vais en faire une vidéo, ça. Tiens, faut que je le retrouve. Par contre, il est sur mon blog, mais je sais plus où. Pour en revenir à Pierre Desproges, oui, je me suis très rapidement identifié à lui pour des raisons bien particulières. C'est que j'ai en fait beaucoup de points communs avec lui au niveau du parcours. C'est-à-dire que c'était un échec scolaire aussi, Pierre Desproges, comme comme Drucker, comme beaucoup de monde dans les médias en fait. C'était un autodidacte. Et en tant qu'autodidacte, en fait, donc évidemment, il y avait énormément de choses qui me parlaient vraiment, quoi. Moi Desproges, c'est quelqu'un qui a bouleversé ma vie, vraiment, quoi. C'est-à-dire que il avait une façon tellement décalée d'appréhender les choses et d'en rire, et toujours sérieux en costume et tout. C'était juste à pisser de rire, quoi. Vraiment. Pour moi, Desproges, c'est... Alors, je dirais pas que c'est un dieu, parce que justement, l'une des raisons pour lesquelles non, je ne le vénère pas. Non, mais pour lequel j'ai vraiment énormément d'admiration pour ce qu'il a été, c'est que justement, un jour, il avait dit un truc qui moi, m'avait énormément parlé. C'est qu'il disait justement qu'on pouvait admirer quelqu'un sans aucun problème, mais qu'il fallait pas le déifier comme ça, quoi. Que c'était pas sain, que c'était... Et envers la personne elle-même, quand elle est encore vivante. Alors je me demande s'il n'avait pas dit ça au sujet de Gainsbourg, je crois, justement. Je crois que Gainsbourg avait dit quelque chose, et il disait, oui, alors évidemment, c'est Gainsbourg qui l'a dit, alors tout le monde s'écrase, et tout le monde boit ça comme du petit lait, et tout le monde oublie complètement de le considérer comme un homme, et s'interdit de le juger. Et il avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Ça n'est pas parce que quelqu'un a été extrêmement célèbre, ou est une star du showbiz, ou de je ne sais où, y compris dans le milieu des religions d'ailleurs, qu'on doit boire comme du petit lait tout ce qu'il dit. Je regrette. Moi, il y a Thomas Fersen qui vient me coller sur mon mur certaines paroles de sage quelquefois.
Bon, déjà, d'une part, moi, j'ai une situation extrêmement marginale par rapport à plein de parcours auxquels je pourrais m'identifier. Je suis extrêmement marginal quand même. Donc déjà, les phrases toutes faites, les citations toutes faites, j'en ai vraiment ma claque, quoi, à un point que vous ne soupçonnez pas. Et c'est donc extrêmement difficile pour lui maintenant de m'aider de cette façon-là, quoi. Ça fait absolument aucun doute. Mais pour en revenir donc à cette histoire de mentor, c'est extrêmement important ce que je dis là, parce que justement, c'est à la base d'énormément de problèmes que rencontrent toutes les sociétés partout dans le monde. Voilà. Alors, je tiens à préciser à l'intention des pères qui sont en difficulté par rapport à une séparation, un divorce, droit de garde, etc., etc., que dès que je vais entrer en fonction, je ferai le nécessaire. Je sais que ça a déjà commencé, hein, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure prise de conscience du rôle des pères par rapport aux enfants dans le cadre des séparations et des divorces. Mais encore faut-il que les pères fassent la demande de garde. Il faut quand même pas oublier ça. Parce que moi, je connais quelqu'un qui m'avait dit un jour, qui me parlait d'un pote qui était en train de divorcer et tout, puis il gueulait parce qu'il disait c'est pas normal, je comprends pas qu'on ait octroyé le droit de garde à ma femme, etc., etc. Et je lui dis, mais est-ce qu'il a demandé, lui, à avoir le droit de garde ? Et en fait, non. C'est-à-dire que souvent, les hommes râlent parce que ils considèrent qu'ils sont des victimes dans le cadre des séparations et des divorces. Le problème, c'est que juridiquement, ils ne font pas le nécessaire. C'est-à-dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils doutent tellement de leur capacité à s'occuper de leur enfant qu'ils en oublient de faire les démarches nécessaires pour que ce soit fait. Donc, il faut être raisonnable et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est-à-dire que, voilà... Moi, je crois énormément au pouvoir des hommes à s'améliorer par rapport à leur parcours passé, par rapport à leur parcours personnel, quand ils ont la sagesse de se remettre en cause, pas nécessairement face à leur ex d'ailleurs, mais par rapport à la société, par rapport à des comportements à risque qu'ils ont eus, par rapport à des comportements à risque, à un alcoolisme, que sais-je. Moi, je dis que rien n'est jamais perdu. Il y a toujours la possibilité de corriger le tir. C'est juste une question de bonne volonté, en fait. Et je suis, par exemple, notamment à l'origine du fait qu'il y a, je ne sais pas si ça a été fait l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait les associations du SAMU social, la Croix-Rouge, etc., qui avaient entamé une démarche auprès des SDF. C'était à Paris, mais ça peut être fait n'importe où, et ils avaient pris contact avec les SDF pour leur demander les adresses de leurs enfants avec lesquels ils n'avaient plus aucune relation, et pour inciter ces enfants à revenir vers leur père, même si c'est pour les voir une fois de temps en temps et qu'ils ne puissent pas assumer parce qu'ils sont dans la dèche, parce qu'ils sont dans le souci, etc., ou qu'ils vont mal, ou qu'ils ont des soucis graves, quoi. Mais ne pas rompre le lien, quoi. Voilà. Je veux dire, quand un couple a été marié, je mets l'accent sur ce point particulier parce que je sais que c'est un des problèmes extrêmement importants aujourd'hui, quoi. Je veux dire, il y a énormément d'enfants qui sont victimes d'une séparation ou d'un divorce. Alors il faut savoir que c'est pas la peine de les montrer du doigt. Enfin, je pense aux bien-pensants là, hein, qui se reconnaîtront. C'est pas la peine de les montrer du doigt. Je veux dire, quand une femme en arrive au stade où elle a envie de se séparer de son mari, elle ne fait pas ça à la légère en général. Hein. Elle fait pas ça comme ça, quoi. Alors, tiens, pendant que j'y suis, je vais aborder un sujet qui m'intrigue un peu sur ce point. Moi, j'ai déjà entendu des mamans divorcées, séparées ou divorcées, qui choisissent délibérément de ne plus présenter leur enfant ou de demander au juge de dire il ne paye pas la pension alimentaire, donc je refuse qu'il voie ses enfants. Je trouve ça profondément dégueulasse. Voilà, je tiens à le préciser. Parce qu'il y a des pères qui seraient de bien meilleurs pères s'ils avaient simplement un travail et s'ils avaient simplement un toit sur leur tête. Hein, voilà. Alors priver un père de son droit de garde ou de sa paternité parce qu'il ne verse pas la pension alimentaire, je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà. En tant que mère, moi je trouve ça profondément dégueulasse. Je tiens à le préciser. Bon, d'autre part, le ministère des droits des femmes, enfin Nadja Belkacem, pardon, a fait le nécessaire pour que les comment on dit,
les pensions alimentaires qui n'ont pas été versées puissent être perçues, quoi, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il faut se mettre à la place des mamans aussi. Je veux dire, une maman qui gagne très très mal sa vie ou qui n'a pas de travail, si elle n'a pas de pension alimentaire, comment fait-elle pour nourrir ses enfants, quoi? Je veux dire, je sais qu'il y a les allocations, mais ça suffit pas, quoi. Je veux dire, il faut que les pères comprennent aussi que si les mamans mettent la pression, c'est justifié. Mais les mamans doivent aussi, elles, comprendre qu'un père ne devrait pas se trouver privé de voir ses enfants uniquement sous prétexte qu'il ne paye pas la pension alimentaire. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse.